semaine d'actualité, David Bachy. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'une semaine d'actualité, une rétrospective de 7 jours d'infos traitée par la rédaction de RFI et qui nous emmènera aujourd'hui aux États-Unis, au Liban ou encore au Gabon. Nous ne voyagerons pas seuls. Mathieu Mbarga-Abega, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste d'origine camerounaise, mais vous vivez et travaillez à Paris. Vous avez d'ailleurs été reporter à RFI, c'était... Je peux le dire? Oui, absolument. Il y a 20 ans. Non, n'hésitez pas. Il y a 20 ans, et aujourd'hui vous publiez un essai intitulé « En attendant la démocratie africaine », dans lequel vous livrez vos réflexions sur les actions à mener en Afrique. Vous nous en parlerez, mais avant cela, début de notre retour sur l'actualité de la semaine. Et on commence avec un long chapitre armée américaine. Lundi, la Corée du Sud et les États-Unis ont entamé des manœuvres militaires conjointes et à grande échelle. Plus de 85 000 soldats y ont pris part. Des exercices qui ne sont pas du goût de la Corée du Nord voisine, qui a promis la plus sévère punition jamais infligée à quiconque dans le monde. Le même jour, le général Petraeus remettait en question la date du départ des troupes américaines d'Afghanistan. Elle est pour le moment fixée au mois de juillet 2011, mais le commandant des troupes américaines et internationales dans le pays affirme ne pas se sentir engagé par cette échéance. Pendant ce temps-là, les GIs en mission en Irak faisaient leur pactage. Jeudi, la dernière brigade de combat présente dans le pays est rentrée chez elle. Seuls restent sur place les soldats chargés de former l'armée irakienne. À Washington, Jean-Louis Pourtet. Toutes les télévisions ont montré des soldats de la 4e brigade de la 2e division d'infanterie franchissant la frontière séparant l'Irak du Koweït. Un moment historique, a déclaré sur MSNBC Philip Crowley, le porte-parole du département d'État, ministère qui va maintenant assumer une bonne part des tâches effectuées par l'armée. À partir du 31 août, il n'y aura plus que 50 000 militaires dont la mission sera de former les forces de sécurité irakiennes et de servir de conseillers. En déplacement dans l'Ohio, le président Obama a dit qu'il avait tenu sa promesse de ramener le nombre des effectifs de 90 000 à 50 000. Et il a réaffirmé que ceux qui restent seront rapatriés à la fin de l'année prochaine. Pour marquer le début de ce nouveau chapitre, un nouvel ambassadeur, James Jeffrey, vient d'arriver à Bagdad. Mais un de ses prédécesseurs, Ryan Crocker, souligne que la mission des États-Unis n'est pas pour autant terminée. C'est une période de transition qui va demander de la patience, dit-il. Un jeune sergent, interviewé par CNN, a déclaré « Nous avons fait tout ce que nous avons pu, c'est maintenant à l'armée et à la police irakienne de prendre le relais. » Et la tâche ne sera pas aisée. Ce mardi, 2 jours avant le départ des soldats américains, c'est justement un centre de recrutement militaire qui a été la cible d'un attentat à Bagdad, faisant près de 60 morts et une centaine de blessés. On s'extrait un temps de l'actualité pour parler de votre livre, Mathieu Mbarga-Abega, un essai, En attendant la démocratie africaine, dans lequel vous vous attaquez notamment à la France-Afrique, mais c'est surtout aux Africains que vous vous adressez. Trop d'Africains de toutes les classes sociales, dites-vous, copient aveuglément ce qui se fait en Occident. Dépourvus de toute volonté pour le développement de leur pays, les Noirs africains, dans leur globalité, contribuent à la destruction de leur société. C'est un jugement extrêmement dur. Il y a là donc un jugement tout à fait, je dirais, raisonnable et même de bon sens. De quoi il s'agit? En attendant la démocratie africaine, dans mon point de vue, ça veut dire qu'il faut absolument que le débat soit clair. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va aujourd'hui en Afrique francophone, en tout cas dans le marigot de la France-Afrique. C'est-à-dire que puisque vous m'y amenez, 50 ans de décolonisation ou des indépendances africaines. Et on aura l'occasion d'y revenir. Les Africains ont raison de fêter, mais de célébrer ces 50 ans d'indépendance africaine. Mais seulement, le bilan, quand on y regarde très très près, est totalement mais extrêmement négative. Je prends simplement que quelques exemples. Il y a quand même, il faut le rappeler, le racisme contre les femmes, une jeunesse africaine abandonnée à elle-même, les conflits, la guerre, les assassinats politiques, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité dans les villes et campagnes. Simplement, et ce qui est plus frappant, c'est de constater qu'il n'y a malheureusement pas de solidarité entre Africains. Après ça, vous ne pouvez pas me dire que c'est dans la joie qu'on célèbre ces
50 ans d'indépendance. Autrement dit, 50 ans d'échecs, 50 ans de déficit de développement économique. Donc évidemment, ça m'amène à votre question. Les responsabilités sont partagées. Vous avez côté africain, on peut dire, tiens, les Africains n'avaient qu'à s'organiser pour développer leur pays, puisque le problème d'eau, de maladie, de famine, etc., c'est aux Africains. En même temps, on observe que rien ne se fait en Afrique sans l'aval de la France. D'où la destruction de la France-Afrique. Pourquoi destruction de la France-Afrique? Parce que jusqu'ici, cette politique, et j'en termine là-dessus, cette politique de la France-Afrique a conduit à quoi? D'une part, c'est la classe d'élite, la classe dirigeante africaine et l'élite africaine en général, qui profitent des richesses africaines, et d'autre part, la classe dirigeante des puissances colonisatrices. Et au milieu de ça, vous avez des populations africaines qui crèvent la bouche ouverte. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a vous regardez le projet important de l'ancien Premier ministre Alain Juppé, il dit la même chose. Alors, je ne vais pas vous parler du projet d'Alain Juppé, je vais vous parler du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. Oui. À propos de ce discours, qui a été donc prononcé par Nicolas Sarkozy en 2007, vous en parlez comme d'un brillant discours qui donne à réfléchir à la jeunesse africaine. Oui. Vous savez, quand vous dites ça, que vous allez choquer, vous savez que vous n'allez pas plaire, et pourtant, là-dessus, vous ne donnez pas d'argument dans votre livre, vous vous contentez de le reproduire en annexe, oui, à la fin du livre. Votre but, c'est quoi à ce moment-là? C'est de choquer, c'est de faire violence aux Africains? Moi, mon but, et c'est très intéressant, votre question est très importante. Pourquoi? Parce que précisément, ce discours était un discours important, bien qu'il reste un discours politique, c'est-à-dire il n'y a pas des réformes qui sont suivies. Et c'est pourquoi je fais appel à la réforme de la politique africaine de la France, de Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que précisément, le discours est bon. Que cela ne plaise pas à un certain nombre d'Africains qui ont l'habitude d'expliquer que de toute façon, on attend des cadeaux, on n'a rien à faire, c'est pas à nous de développer le continent, c'est les Européens qui vont nous aider à le faire en sachant très bien qu'aucune aide au monde n'a jamais développé une nation. Ce discours est important. Pourquoi? Et le président Nicolas Sarkozy a raison en partie. Parce qu'il dit, je viens vous parler en ami, dites-moi si vous voulez régler vos conflits de manière politique, donc amiable, dites-moi comment vous voyez le développement de votre continent, après quoi nous, Français, on saura comment vous soutenir, comment vous aider. C'est donc un discours de bon sens que je partage. Sauf que certains Africains ont gardé que le côté partenariat, et qui est dans l'idée que... Quand Nicolas Sarkozy dit que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire, ça c'est un il a discours eu de bon tort, sens. je l'ai dit aussi, vous l'avez vu mon livre, quand je dis il a eu tort si nous considérons que l'Afrique est le berceau de nos ancêtres, le président de la République, avec tout le respect que je lui dois, ne peut qu'avoir tort sur ce point-là. Moi je dis le discours est un discours des défis. Montrez-nous, dites-nous Africains, comment vous voulez organiser votre pays, après quoi est-ce que vous voulez qu'on change la France-Afrique? C'est d'ailleurs un questionnement très important. Vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on continue la France-Afrique? Mais dites-nous, vous voulez qu'on change? Faites les propositions, après quoi nous ferons quelque chose ensemble. Le Japon, victime de la canicule. 130 personnes sont mortes et 30 000 ont été envoyées à l'hôpital depuis le début de l'été. Mais il n'y a pas qu'en Asie que la chaleur sévit. Cette semaine, l'Ukraine est toujours le théâtre de violents incendies. En Russie, par contre, la situation semble s'améliorer. Vendredi, Moscou a levé l'état d'urgence dans 3 des 4 dernières régions encore touchées. Au Pakistan, près de 20 millions de personnes sont affectées par les inondations. 6 millions sont considérées en situation de survie par les Nations Unies. 1500 personnes, elles, ont déjà été tuées. Mais l'aide internationale tarde à arriver. L'ONU indique n'avoir reçu que la moitié des 460 millions de dollars demandés. Les associations, elles, s'inquiètent des très mauvais chiffres des collectes de dons. Sur place, la situation est critique. Je vous propose d'écouter la description qu'en faisait jeudi Mir Mouviz Moussaoui. Il travaille dans une ONG de Karachi, un grand port du sud du pays. We have a big river going through Pakistan from the north to the south. L'Indus est un grand fleuve qui traverse le Pakistan du nord au sud. Les 2 rives de ce fleuve ont été gravement inondées et à certains endroits, ces crues monumentales ont littéralement rayé de la carte des villages entiers. Nous devons donc faire face à une situation extrêmement difficile. Concernant l'aide humanitaire, d'un côté, vous avez l'armée qui est traditionnellement sollicitée pour gérer les catastrophes, et d'un autre, vous avez les civils qui, dans le cadre de l'effort national, agissent en faveur des victimes. Pour ce qui est de la coordination de l'aide, l'armée a été plutôt bien préparée et dans l'urgence, ils ont été les premiers à intervenir.
in terms of handling this crisis. Mais aujourd'hui, pour avoir des résultats plus probants et une meilleure efficacité sur le terrain, il faut une meilleure coordination entre les ONG locales et les différentes agences humanitaires internationales pour rendre cela possible. Involved in a very well coordinated fashion to be able to do that. 7 jours dans le monde. Je ne vois toujours pas où est le mal. C'est ce que déclarait mardi une ancienne soldate israélienne qui a publié sur Facebook des photos où on la voit posée à côté de prisonniers palestiniens aux yeux bandés, suscitant indignation en Israël et dans les territoires palestiniens bien sûr. Par la suite, d'autres photos prises par d'autres soldats ont été diffusées dans la presse par l'ONG israélienne Brisons le silence pour dénoncer une situation devenue courante. Mathieu Mbarga-Abega, je reviens à votre livre. Oui. Vous écrivez « Je fais partie des Africains qui travaillent et qui proposent des solutions pour l'évolution de l'Afrique. Le travail est une consolation, c'est pourquoi la jeunesse africaine doit travailler sans relâche. » En fait, votre discours, c'est celui d'un chef d'entreprise? Oui et non, c'est surtout le discours d'une personne qui travaille sur la réflexion. Je produis la réflexion, c'est-à-dire je ne fais pas que regarder ce qui se passe dans notre société. En même temps, je tente modestement de porter des débuts de solutions. Ça donne un peu une démarche originale par rapport aux bavards irresponsables qui expliquent que tout est dans tout et tout est... non, alors il faut revenir sur le sérieux des choses, des sujets sérieux, comme par exemple quand vous prenez les dirigeants africains d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en parle? Je dis que la France a intérêt à soutenir la stabilité politique partout en Afrique. Pourquoi? Parce que sur les 17 pays de l'Afrique francophone, qu'est-ce qu'on observe? Ces pays-là utilisent une monnaie qui s'appelle le franc CFA. Le franc CFA est rythmé à l'euro. Et qui est-ce qui en bénéficie? C'est la France, c'est notre pays qui en bénéficie des évidences du franc CFA. Alors, cessons de prendre les Africains comme étant des mendiants nés, comme s'ils étaient des incapables. Les efforts de développement sont faits un peu partout en Afrique, évidemment. C'est-à-dire que vous les trouvez au Bénin, au Sénégal, au Cameroun, et un peu partout. Le pire ici, et ça, là, je me lève vraiment fortement contre ce comportement hypocrite et cynique qui veut que quand les Européens demandent aux Africains de faire des efforts de développement économique, par exemple, dès que les Africains commencent à faire les efforts, ils critiquent. Dès qu'ils ne font pas des efforts, ils critiquent. On est dans quoi là? Il faut sortir de ces cynismes-là. C'est pourquoi j'en appelle fortement à la destruction de la France-Afrique. Parce qu'en réalité, c'est l'héritage de la France-Afrique qui veut que on ne dit pas ce qu'on fait, mais en même temps, il y a trop de choses qu'on ne sait plus qui fait quoi par rapport à quoi. L'effort que j'en fais dans mon livre, c'est d'appeler au bon sens. C'est-à-dire qu'il y a la place pour tout le monde. La France n'a pas à soutenir les dictateurs en construction ou en fin de carrière. La France a à soutenir les jeunes démocrates mus d'une expérience, avec une volonté de développer l'Afrique. Cela permettrait à ce qu'on fixe les populations africaines en Afrique au lieu qu'ils prennent des risques à travers les mers, etc., etc. Un des aspects pour régler le problème de l'immigration et l'intégration passe par cette voie-là. La France n'a pas à avoir peur. Que je sache, je n'ai jamais connu rencontrer des novateurs africains qui prétendent développer l'Afrique au détriment des intérêts français. Alors, de quoi parle-t-on? Pourquoi on ne veut pas, pourquoi la France, on ne peut pas continuer comme cela à expliquer que l'Afrique, depuis 50 ans, non seulement rien, pas mal de choses n'ont pas changé, puisque les problèmes que j'évoquais tout à l'heure sont toujours là malheureusement, mais hélas, on voit bien que cette France-Afrique-là, il faut la détruire, il faut qu'il y ait